Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents et bienvenue à cette soirée culturelle qui est la troisième organisée par le Musée de l'Ordre de la Libération en cette année 2021. En préambule, je tenais à dire qu'il nous paraît important, nous l'avons déjà fait et d'ailleurs nous avons programmé de le refaire, de donner de temps en temps la parole à de jeunes chercheurs qui sont d'ailleurs parfois en plein milieu de leur cursus universitaire, ce qui permet souvent d'aborder des sujets qui sont à la fois inédits et des approches qui peuvent être innovantes. C'est pourquoi nous avons demandé à Diane de Vignemont, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement et que je vais vous présenter dans quelques instants, d'avoir accepté de se lancer ainsi dans le bain ce soir pour son intervention. Son intervention qui porte sur la France libre et la bataille de New York 1940-1944. Il s'agit là d'un sujet qui est d'autant plus intéressant qu'il est fort méconnu. Alors, on sait bien sûr que les Français libres ont beaucoup combattu, et bien entendu, cette bataille de New York est une bataille symbolique, à prendre au sens figuré, comme vous l'avez tous compris. Mais cela dit, ce fut certainement une bataille âpre, comme va nous le dire Diane de Vignemont, parce qu'en dépit de l'isolationnisme américain qui est bien connu, il se trouve au début des années 40 aux États-Unis des Français expatriés ou exilés, mais également une communauté américaine francophile. À partir de l'été 1940, l'enjeu est très important parce qu'il s'agit finalement de savoir quelle France il convient de défendre ou de soutenir. Est-ce la France de l'État français du maréchal Pétain, avec lequel les États-Unis conservent des liens diplomatiques jusqu'à la fin de l'année 1942 ? Est-ce qu'il s'agit par exemple de soutenir les très nombreux prisonniers de guerre français, ou bien de soutenir une France alternative et dissidente, selon la terminologie de l'époque, qui tente de se faire une place dans le concert des nations? Je veux bien entendu parler de la France libre du général de Gaulle. Aux États-Unis, comme dans d'autres pays, d'ailleurs, s'exerce une double diplomatie concurrente, dont l'enjeu est bien entendu de gagner l'opinion publique américaine. Alors, je pense que ces questions, et d'autres encore évidemment, vont être maintenant abordées par notre intervenante, que je vous présente. Donc, Diane de Vignemont est étudiante chercheuse en histoire contemporaine. À la fin d'une licence à Sciences Po Reims, Diane de Vignemont a été admise en master de recherche à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, où elle travaille en ce moment sur le Free French Relief Committee, c'est-à-dire un organisme caritatif de soutien à la France libre aux États-Unis, dont il va être question d'ailleurs ce soir. Entre 2018 et l'année 2020, Diane de Vignemont a été aussi l'une des 3 commissaires de l'exposition qui vient de se terminer au musée de l'Ordre de la Libération, l'exposition 1940 Paroles de rebelles, dont Diane de Vignemont a été aussi co-directrice du catalogue. Enfin, Diane de Vignemont est également investie dans la prochaine organisation d'un colloque international sur les femmes dans la France libre avec la Fondation de la France libre. Alors, avant de lui donner la parole, je vous rappelle qu'au terme de son intervention, qui va durer environ 45 minutes, il y aura un temps pour les questions que vous pouvez poser sur Zoom par le mode questions-réponses, ou que vous pouvez également poser à partir du Facebook Live en les écrivant tout simplement dans le fil de discussion. Voilà, merci infiniment à Diane de Vignemont, à qui je laisse la parole pour 45 minutes. C'est parti. Bonsoir. Je voudrais commencer par remercier le Musée de l'Ordre de la Libération pour cette invitation. J'ai assisté à de très nombreuses conférences ici ces dernières années et c'est un plaisir de pouvoir en donner une à mon tour. Je voudrais remercier Vladimir pour son invitation et puis Pauline et Sébastien que vous ne voyez pas, mais qui en ces temps de conférences sur Zoom sont aux manettes, sont derrière la caméra, l'éclairage et au PowerPoint. La France libre à New York, c'est donc mon sujet de recherche. Vladimir l'a dit depuis plusieurs années, mais je vais vous demander d'être indulgent, s'il vous plaît, parce qu'en général, c'est un sujet de recherche dont je parle et sur lequel j'écris en anglais et dont je n'ai jamais parlé devant autant de gens. Donc, si parfois il y a des anglicismes, vous saurez pourquoi. Pour entrer dans le vif de mon sujet, je vais commencer sur une note amusante par 2 anecdotes. En septembre 1941, en Pennsylvanie, naît d'une vache aveugle un veau nommé V pour Victoire, veau qui sera vendu, et je cite, au profit du général de Gaulle. 3 ans plus tard, le 17 juin 1944, au fin fond du Kentucky, lors d'un pique-nique caritatif, un groupe de jeunes filles du French Club, déguisées en françaises, fêtent le débarquement et vendent
vendent, je cite, des baguettes patriotiques intitulées Le jour de gloire au profit de la France libre. Ces deux anecdotes qui sont illustrées sous vos yeux peuvent certes paraître légèrement absurdes et décalées, mais en réalité, elles rythment le quotidien. Elles sont le genre d'anecdotes qui rythment le quotidien de la France libre et des Français libres aux États-Unis. Elles nous offrent une belle entrée en la matière quant à la façon dont on se bat pour la France et dont on imagine la France aux États-Unis entre 1940 et 1944. Généralement, quand on pense aux Français aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne pense pas forcément à des baguettes de pain ou à des veaux caritatifs. On pense plutôt directement à quelques anti-gaullistes notoires qui ont mené la vie dure à la France libre. Je pense à Henri Kérillis, Alexis Léger, Antoine de Saint-Exupéry. On pense au département d'État, hostile à l'isolationnisme américain. Et pourtant, fait rage dès juin 1940 ce que Jean-Paul Sartre appellera la bataille de New York, bataille qui opposera à ces anti-gaullistes, isolationnistes et autres girodistes un embryon de France libre extrêmement actif. L'enjeu de cette bataille, et je reviendrai bien sûr dessus, est de persuader et de convaincre l'Amérique, sa population, comme ses organisations caritatives, philanthropiques et sa classe politique, de venir en aide à la France, et ce malgré des résistances multiples. Mais, et c'est là tout l'enjeu, ce sont plusieurs visions de la France qui cohabitent dans la ville de New York, dans cette ville aux loyautés plurielles. Et la France libre va devoir livrer une rude bataille d'influence pour imposer la sienne, pour imposer sa vision de la France, et ainsi financer son effort de guerre et asseoir sa légitimité. En termes de plan, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet de recherche, comment j'y suis arrivée, un petit passage d'égo-histoire. Ensuite, je vais poser le contexte. Qu'est-ce que c'est que d'être français libre à New York entre 40 et 44? Ensuite, je vais vous parler des enjeux de cette bataille, puis de ces combats, des combats qui la façonnent à travers une étude de cas particulière, étude de cas qui est mon sujet de mémoire, c'est-à-dire la philanthropie française libre. Je vais ensuite vous parler rapidement de l'intérêt historiographique que peut avoir ce sujet dans l'histoire plus large de la résistance et de la France libre. Et enfin, pour conclure, je vais vous parler de ce qu'en anglais on appelle les afterlives, qui est difficilement traduisible, qu'on peut éventuellement traduire comme mémoire au pluriel. En gros, ce qu'il reste comme trace de ces aventures françaises libres à New York en 2021. Pourquoi ce sujet? Ça, c'est le passage un peu égo-histoire. Moi, j'ai grandi à New York. J'ai vécu en tant qu'expatriée pendant plusieurs années. Et au fil de nos balades de touristes, au fil de nos pérégrinations dans New York, on a découvert une paroisse française à Manhattan, Saint-Vincent-de-Paul. Et dans cette paroisse, il y avait des plaques commémoratives, des plaques à la mémoire des Français de New York qui avaient combattu pendant les deux guerres mondiales, dès 1914 et dès 1939, respectivement. Et ça m'a toujours beaucoup interrogée, même plutôt jeune. Je me suis toujours demandé ce qui avait bien pu pousser ces hommes, qui étaient pourtant bien au chaud, bien à l'abri dans un pays neutre jusqu'à 1917 et 1941 respectivement, ce qui avait pu les pousser à traverser l'océan Atlantique pour aller se battre dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et sur les divers fronts de la France libre à travers le monde. La question centrale qui ressort pour moi de ce questionnement, c'est celle de l'engagement. Et c'est une question qui m'est revenue, comme l'a dit Vladimir, quand j'ai travaillé avec lui sur notre exposition 1940 Paroles de rebelles, au cours de laquelle nous avons tenté de cartographier ce qui ont pu être les moteurs de l'engagement, de ce qui peut pousser un homme ou une femme à s'engager dans l'épopée française libre. Et cette question de l'engagement, du pourquoi, du comment est-ce qu'on se bat pour la France depuis les États-Unis, c'est la question sur laquelle je travaille dans mon mémoire. Plus précisément, je travaille sur l'engagement de la France libre au sein de ce que Jean-Louis Crémieux-Briac, éminent historien de la France libre, surnommera le panier de crabes new-yorkais. Panier de crabe new-yorkais. Il s'agit ici de poser le contexte, de vous exposer ce que c'est concrètement d'être français à New York entre 40 et 44. Commençons par les émigrés dits anciens. En 1940, la France libre évalue, suite à un recensement, quelques 48 000 Français résidant à New York. Et sur ces Français de 1940, il y a deux éléments importants à retenir pour comprendre la suite. En premier lieu, il faut savoir que seuls 5% des Français résidant aux États-Unis ont répondu à l'appel de mobilisation en 1939. La plupart étaient donc spectateurs et ils le resteront jusqu'en 1944. En second lieu,
Il faut savoir que, forcément, comme de nombreux Français en métropole, la plupart de ces immigrés dits anciens verront en Pétain et en Vichy une fidélité à une certaine vision de la France, une fidélité qui sera confortée au fil de la guerre par les États-Unis, qui conserveront leurs relations diplomatiques avec la zone dite libre, avec Vichy, jusqu'en novembre 1942. À New York, donc, d'une certaine manière, on va prolonger la drôle de guerre de 1939-1940 bien au-delà de juin 1940. Il n'y aura pas de combat, mais la ville va très rapidement devenir une sorte de front. Et donc, dans ce contexte, chez ces anciens immigrés, c'est l'ambassade de Vichy qui va forcément contrôler une grande partie des groupuscules et des organisations françaises, dont les associations d'anciens combattants. Et dans notre contexte de guerre, de bataille à venir, c'est assez important de garder ça en tête pour la suite, car ça va nous permettre de comprendre une bonne partie des déboires de l'aventure française libre aux États-Unis et à New York. Parce que la majorité des lieux, des instances et des leviers de pouvoir seront contrôlés à New York par Vichy. Passons maintenant aux nouveaux émigrés. Là où les expatriés anciens dont je viens de vous parler étaient généralement de classe moyenne, les 8 à 900 000 Français qui vont trouver refuge aux États-Unis entre 1940 et 1942 sont, eux, pour citer Jean-Louis Crémieux-Briac, des privilégiés de la naissance, de la fortune et de l'esprit. Ils sont des hommes politiques, des journalistes anti-munichois, des artistes, des universitaires, des scientifiques, des acteurs, mais aussi des industriels et des banquiers. À l'écran, vous en voyez quelques-uns des plus connus, Dietrich, Gabin, Jean-Pierre Aumont, qui se retrouvent à la Marseillaise, la cantine française libre de Manhattan, dont je reparlerai. Je vais quand même vous en citer une liste un peu exhaustive pour que vous vous rendiez compte du milieu au sein duquel se mène cette bataille de New York et avec quels personnages principaux, quels people. À New York, entre 40 et 44, on a donc Henri de Kérillis, Henri Torres, Camille Chotan, André Mauroy, Jules Romain, Henri Bernstein, André Breton, Geneviève Tabouy, Jean-Pierre Aumont, Antoine de Saint-Exupéry, Pertinax, Pierre Lazareff, Julien Green, Pierre Cotte, Henri Laugier, Jean Perrin, Claude Lévi-Strauss, Jacques Maritain, Marc Chagall, Fernand Léger, André Masson, F. Curie, Jean Renoir, Charles Boyer, Jean Gabin, Alexis Léger, alias Saint-Jean-Perse, et Jean Monnet. Ces deux derniers, parmi la liste que je viens de citer, Alexis Léger et Jean Monnet, que vous connaissez peut-être, étaient parmi les rares à avoir quelque influence auprès de l'administration américaine. Et vous le savez peut-être, ils n'étaient pas franchement gaullistes. Et donc, pour compliquer encore les choses, parmi ces nouveaux arrivants, certains seront aussi les futurs diplomates de Vichy. C'est le cas de Gaston-Henri Hay, le nouveau ambassadeur très populaire dans les milieux anciens combattants, qui va faire la une du Time Magazine américain en mars 1941. Et l'article à son sujet s'intitule France Troubled Exiles. France, les exilés troublés. Et selon moi, tout est dit, parce que si l'ambassadeur de Vichy installé à Washington est troublé, que dire alors des Français libres qui ne sont reconnus comme tels que bien des années plus tard? Tous ces individus que je viens de citer, les nouveaux comme les anciens, vont se retrouver lors des divers bals, cocktails, galas, dîners de charité qui font le quotidien de l'entre-soi new-yorkais. Ici, à l'écran, vous voyez côte à côte la propagande française libre et vichiste à New York en 1940. Le même Henri Hay, l'ambassadeur dont je viens de vous parler, patronne une grande fête champêtre le 18 septembre 1940 et la France libre, le 16 mai, organise une soirée de gala. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est important au début de cette bataille en 1940, c'est qu'il y aura de très nombreux Français pour assister aux deux soirées. Mais ce genre d'événements, qui vont rythmer la vie de ce qu'on appelle la colonie française de New York, pose les prémices de toutes les batailles à venir. Parce qu'en effet, au sein de cette communauté diverse et disparate entre les anciens expatriés qui sont plutôt à tendance maréchaliste et les nouveaux qui sont souvent indécis, qu'il faudra convaincre et persuader soit de rallier la France libre, soit de soutenir Vichy, au sein de ce groupe, la lutte d'influence aura lieu au fil de ces mêmes occasions mondaines que je viens de citer. Car dès le 26 août 1940 est fondé France Forever, le comité de la France libre aux États-Unis, qui, le premier, va s'opposer à la politique et à la propagande de Vichy. Ce comité va regrouper jusqu'à 50 000 adhérents au fil de la guerre, en grande majorité les Américains dits francophiles, et qui seront groupés de New York jusqu'à la Californie en 29 chapitres et comités.
sans compter, et c'est intéressant, sans compter les sympathisants non inscrits parce qu'ils s'inquiètent d'être fichés soit par Vichy, soit par Washington. Car en effet, dans cette équation complexe que j'ai essayé de vous présenter, s'ajoutent les Américains qui, si ils sont très nombreux dans la bonne société new-yorkaise à être plutôt francophiles, ils se méfient grandement du général de Gaulle, à qui ils prêtent des ambitions royalistes quand elles ne sont pas dictatoriales. Voilà donc pour le contexte de la bataille à venir dans le panier de crabe new-yorkais. Mais quel est son enjeu? Quel est l'enjeu de cette bataille de New York? Ici, je vais de nouveau citer Jean-Louis Crémieux-Briac, qui, dans le 11e chapitre de La France libre, intitulé Être présent dans le monde, écrit « Londres est en guerre, New York ne l'est pas ». Et l'enjeu de la bataille de New York, à ses débuts, il est donc plutôt ironique. Il s'agit de faire rentrer une ville en paix dans la guerre, et du bon côté, tant qu'à faire. En tout cas, c'est là l'enjeu pour les Français libres. Et en effet, comme le souligne l'historien Julian Hertzfield, il s'agit moins pour De Gaulle d'agir directement sur l'opinion publique américaine que de rassembler l'élite de l'immigration française autour de son projet. C'est cela qui va lui permettre d'asseoir son pouvoir politique, de s'imposer comme allié et donc d'être présent dans le monde. Et ce n'est qu'ensuite, accessoirement, grâce à cette présence, à cette influence et à ce statut, qu'il pourra espérer éventuellement gagner le soutien de l'opinion publique américaine et les faire entrer dans la guerre à ses côtés. Jusqu'à ce que cet objectif soit atteint, la France libre sera contrainte de faire la guerre dans une ville en paix et dans une certaine mesure de faire la guerre à une ville en paix. Parce qu'on se rend compte à quel point il est important pour la France libre de gagner la bataille de New York. Et pourtant, nulle part, il n'est plus difficile pour la France libre de s'implanter, d'être présente. La question qui en découle naturellement, c'est pourquoi tant de déboires dans cette guerre d'influence? Pourquoi tant de difficultés à New York? Et je vais tenter de répondre à cette question à travers une étude de cas qui, selon moi, particulièrement parlante parce que c'est le sujet de mon mémoire. Une étude de cas qui illustre les difficultés françaises libres dans la ville aux diplomaties parallèles et plurielles qu'est New York, c'est la philanthropie. Pour entrer dans le sujet avec un exemple, il y a dans Life Magazine, en octobre 1940, sur une photo que je ne peux malheureusement pas vous montrer ce soir pour des histoires de droit, dans Life Magazine, on peut voir Gaston Henriet, le fameux ambassadeur français de Vichy aux États-Unis, à un dîner de charité à New York. Le titre qui accompagne cette photo et l'article qui le suit, c'est New French Ambassador Ponders Vichy's Plight at Charity Party. C'est-à-dire, le nouvel ambassadeur français contemple la situation difficile ou désespérée, en fonction de la traduction, la situation difficile ou désespérée de Vichy à un dîner de charité. Et ce titre décrit extrêmement bien, finalement, la situation de la colonie française de New York en 1940, et plus particulièrement la situation compliquée, voire désespérée, des diplomates de Vichy entre juillet 40 et novembre 42, parce qu'à ces diplomates, il leur faut nécessairement jouer sur deux échiquiers à la fois. Il leur faut gagner le soutien et du gouvernement américain et de la population française et francophile de la ville. Et ça nous ramène à nos Français libres, parce que nos Français libres vont forcément tenter de contrecarrer cette action, cette double action de Vichy. Et c'est ainsi que, lors de cette soirée de charité du 1er octobre 1940, le nouvel ambassadeur Henri Hay va devoir faire face à l'opposition d'une grande partie de la communauté française. Parce que ce dîner, il est organisé par Funds for France, qui est une organisation, une fondation Quaker, qui a pour but de récolter des fonds et d'envoyer de la nourriture pour et dans la zone libre, la zone dite libre, la zone sud. Et ça contournerait de fait et le blocus britannique et les efforts français libres pour approvisionner les territoires libérés. Et c'est pourquoi tout au long de ce fameux dîner de charité d'octobre 1940 pour Funds for France, des Français qui sont dits anglophiles par Life Magazine vont manifester à l'extérieur du bâtiment pour dénoncer cette initiative des francophiles d'approvisionner la zone sud. Et cette histoire d'approvisionnement, finalement, cette histoire d'approvisionnement de la France, de quelle France? Et le rôle des fondations caritatives dans son organisation, c'est un des nombreux sujets qui va diviser les populations françaises de New York entre 1940 et 1941. Ces Français de New York, qui vont pourtant à la messe ensemble tous les dimanches, qui évoluent, on l'a vu pour la plupart, dans les mêmes cercles, ne parviendront pas à se mettre d'accord sur la question de l'approvisionnement. Une quinzaine de groupes caritatifs
une quinzaine de groupes caritatifs vont donc évoluer en parallèle au fil de la guerre. On a, pour n'en citer que quelques-uns, Funds for French, le American French War Relief, le Secours français, le French Relief, le Free French Relief, les American Friends of France, le Paquet au front. Ça, ce n'est qu'une courte liste, mais je vous laisse imaginer l'état de mes archives. Il y en a pour tous les goûts et ça n'en finit pas. Mais dans mon mémoire, je me concentre sur une organisation philanthropique en particulier, sur le Free French Relief, dont j'ai rapidement parlé précédemment. Pour vous donner une idée de ce que représente la compétition, de ce que représentent les ennemis, entre guillemets, du Free French Relief dans la bataille caritative qui est menée au sein de la bataille de New York et de la forme que cette bataille caritative va prendre en termes de propagande, voici le dépliant du Secours français, une autre organisation caritative, en 1942. Et là, ça coche plus ou moins toutes les cases de la façon dont Vichy lève des fonds. On a la photo dédicacée du maréchal Pétain, on a la dédicace de l'ambassadeur Henri Hay, et on a le sigle, le logo de l'État français. C'est quand même très civil, ça se veut très civil, diplomate, politique. On peut comparer ça avec le dépliant du French Relief Fund de 1943, dont fait partie le Free French Relief Committee. Et là, on voit quelque chose de tout à fait différent. On voit, grâce à la carte du monde qui est reproduite, l'action transnationale, l'action mondiale du Free French Relief Committee, mais on voit aussi que c'est une levée de fonds pour une France aux armes. On voit des soldats, on voit des scènes de guerre, on voit des blessés. C'est éminemment différent de ce qu'on a pu voir sur la propagande de Vichy. On peut comparer cela aussi avec le dépliant des marraines des troupes de Gaulle qui, comme le Free French Relief, ont récolté des fonds pour les Français libres, mais qu'ils le font d'une manière totalement différente. Ils vont faire appel, ils vont jouer sur les émotions. On voit que les Français libres sont les hommes les plus solitaires de la guerre. Sur le petit texte en bas à droite, on voit qu'ils doivent faire face tous les jours à la chaleur, aux insectes, à la monotonie, à la maladie et à la mort. Et la question qui se pose, c'est voulez-vous ou non adopter un soldat français? Donc ça joue sur un angle, sur un prisme tout à fait différent que celui du Free French Relief. Tout ça pour dire que l'enjeu de l'approvisionnement est largement utilisé comme stratégie par la France libre pour être présente aux États-Unis et pour faire entrer New York dans la guerre, à grand renfort d'imagerie militaire et d'imagerie qui parfois joue aussi sur les sentiments. Entrer dans la guerre leur permettra ensuite d'imposer leur présence et leur légitimité aux États-Unis. C'est là l'un des principaux combats de la bataille de New York, combat qui est mené par ce que Vichy qualifiera longtemps de résistants de drugstore. Les résistants de drugstore. Un drugstore, c'est assez amusant. Un drugstore aux États-Unis, c'est un magasin qui est constitué de commerces indépendants qui vendent des cadeaux, des cigarettes, des vêtements, des journaux, des magazines, des disques. Parfois, il y a des restaurants, des cinémas. De temps en temps, il y a des piscines. C'est une sorte de bric-à-brac, de fourbi, de bazar. Les résistants de drugstore, pour leurs détracteurs, ce seraient donc des résistants de seconde zone, des résistants au rabais. Mais finalement, ce terme qui se veut injurieux va finir par plutôt bien décrire l'action de la France libre à New York. Les résistants de drugstore sont effectivement touche à tout, si vous voulez. Ils organisent des actions plus variées les unes que les autres, depuis la vente de baguettes patriotiques jusqu'aux mises aux enchères de veaux, en passant par les soirées de gala, les bals costumés, les dîners mondains, les conférences universitaires, les fêtes de Noël, et ils organisent même des bazars. Donc on voit vraiment à quel point ils se réapproprient cette expression qui se voulait péjorative et ils deviennent fièrement des résistants de drugstore. Cette expression de résistant de drugstore m'a été c'est Françoise Andlauer qui me l'a fait découvrir. Françoise Andlauer, que j'ai eu la chance de rencontrer au tout début de mes recherches. Ce sera elle qui va aiguillonner une bonne partie de ce qui suivra. Françoise, c'est la fille aînée d'Annette et de René Pleven. René Pleven, que vous connaissez peut-être, grande figure de la France libre, un des plus proches collaborateurs du général de Gaulle à Londres, qui jouera un rôle central dans l'action française libre à Londres, dans l'Empire, mais aussi aux États-Unis. Dès son engagement auprès du général de Gaulle,
Pleven décide d'envoyer ses filles, Françoise et Nicole, ainsi que sa femme, Annette, à l'abri aux États-Unis pour les protéger du Blitz à Londres. Annette Pleven s'installe à New York et elle participe activement, dès février 1941, à la création de ce qui deviendra le Free French Relief Committee, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le comité de soutien à la France libre. Comité qui enverra, entre autres, en 1941, plus de 100 000 $ de matériel chirurgical et sanitaire à la France libre. À l'époque, avant de rencontrer Françoise, j'avais prévu de travailler sur la presse française libre à New York. Mais cette conversation avec elle, cet exercice d'histoire orale, m'ont finalement aiguillonné vers une autre piste, celle du Free French Relief, qui est, je m'en suis rapidement rendu compte, un des piliers de cette bataille de New York. Tout à l'heure, on a parlé de France Forever, ça c'est pour la propagande. Le Free French Relief, c'est pour tout ce qui est les besoins financiers de la France libre. Françoise m'a fait découvrir quelques reliques du Free French Relief qu'elle a conservées précieusement dans sa maison à Dinan. Il y a les croix de Lorraine d'Annette que vous voyez à l'écran, les croix de Lorraine qu'elle porte pendant toute la guerre sur sa veste, et des croix de Lorraine qui sont assez intéressantes parce qu'elles ont fait le chemin inverse de tous les dons que le Free French Relief fera à la France libre. Ces croix de Lorraine, elles ont été ramenées par René Pleven du Tchad aux États-Unis lorsqu'il est passé en mission. Il les a offertes à sa femme et il en a aussi donné quelques-unes au magasin du Free French Relief où elles seront vendues au profit de la France libre. Ces reliques éminemment transnationales, tout comme ces foulards en soie que vous pouvez voir à l'écran et qui ont été rapportés de Tahiti libérés, font tout l'intérêt du Free French Relief. Sur ces foulards en soie, vous pouvez voir en haut à gauche l'emblème du Free French Relief ou le discours l'affiche à tous les Français ou une carte de France. Vous avez aussi le paquet de cigarettes du Free French Relief ou encore le Zippo à son emblème. Tous ces objets, entre autres les foulards dont la soie est rapportée de Tahiti, tous ces objets rapportés de son empire, vendus à New York pour financer des dons qui seront ensuite renvoyés sur les divers territoires de la France libre à travers le monde, eh bien, avec ces objets, le Free French Relief prouve bien la dimension et les enjeux transnationaux de la bataille de New York. Je vais vous remontrer rapidement le dépliant du Free French Relief que nous avons vu précédemment. Dessus, on voit très clairement les divers terrains d'action du Free French Relief à travers le monde. Et c'est ça qui en fait une organisation transnationale. Parce que non seulement il y a des échanges d'objets, mais il y a des échanges d'idées, il y a des échanges de personnes. On est vraiment là sur une problématique très transnationale. Toujours dans le cas de cette étude de cas, non, pardon, toujours dans le cadre de cette étude de cas que prodigue la lutte philanthropique pour illustrer une des stratégies employées par la France libre dans la bataille de New York, je vais maintenant tenter de vous exposer le fonctionnement de ce même Free French Relief. Pour ce faire, je vais commencer par une citation qui n'est pas forcément des plus attendues ici, mais qui illustre étonnamment bien ce qui va suivre. En novembre 1942, sort Casablanca, film qu'on ne présente plus, avec en tête d'affiche Bergman et Bogart. Et comme vous pouvez le voir avec la coupure de presse à gauche, film qui va permettre de financer en 1942 une bonne partie des activités du Free French Relief. Et dans cette aventure, je cite, de réfugiés de guerre américains au Maroc français, et bien, dans cette aventure vont se retrouver une bonne partie de nos Français libres de New York, de nos réfugiés de guerre français aux États-Unis. C'est une histoire qui leur parle vraiment beaucoup. Et cette phrase que prononce Rick dans le film I bet they're all asleep in New York, I bet they're asleep all over America. Je suis sûre qu'ils dorment tous à New York, qu'ils dorment tous à travers les États-Unis. Eh bien, cette phrase, celle qui, dans le film, s'approche peut-être le plus de la propagande, à un cri de ralliement destiné au public américain, me permet d'illustrer deux niveaux d'analyse sur le Free French Relief. En premier lieu, on a la situation à New York. Ici, on a les efforts du Free French Relief pour tenter de réveiller les New-Yorkais quant à la situation française libre, de leur faire ouvrir les yeux sur cette autre image de la France, sur cette autre France qui continue le combat. Et en second lieu, on a le ressenti qu'ont celles et ceux qui regardent New York et sa société politico-cancanière de loin, qui regardent New York depuis les territoires français libres à l'étranger et dont la survie dépend de New York. Dans mon cas, il s'agit des Français libres sur place, des Français libres sur le terrain, sur les divers théâtres d'opération de la France libre.
Donc, on a là nos deux niveaux d'analyse. Commençons par les efforts du Free French Relief pour réveiller New York. Pour faire simple, ça fonctionne en 4 étapes. En premier lieu, on a la propagande et l'information, souvent en collaboration avec France Forever. Après quoi vient la levée de fonds. Après quoi vient l'achat de biens. Et ensuite, en dernier lieu, en dernière étape, l'envoi de biens et de fonds aux endroits concernés. La première étape, donc, il faut informer les New-Yorkais, il faut réveiller les New-Yorkais. Ça passe par divers canaux, divers moyens. Le Free French Relief organise entre autres diverses expositions, comme on peut le voir ici, sur le sort de la France occupée, de la France libre, de la France de Vichy. Ces expositions vont permettre de réveiller, encore une fois, les New-Yorkais qui potentiellement dormaient jusque-là. La France, le Free French Relief va aussi organiser de nombreuses conférences avec des guest speakers parmi les people que j'ai pu vous citer tout à l'heure, des conférences qui vont faire venir la foule et permettre de vendre des billets qui seront ensuite utilisés pour acheter des biens. Là, on a une conférence d'Eve Curie, par exemple, qui va rameuter beaucoup de monde. Le Free French Relief et France Forever organisent aussi de grandes manifestations lors des grands jours de fête française, le 11 novembre, le 14 juillet, le 18 juin, par exemple, ou alors lors de la Semaine française de New York du 8 au 15 juillet 1942. À l'écran, vous pouvez voir en haut des vendeuses de France Forever qui vendent des mouchoirs de soie à Croix-de-Lorraine, que vous reconnaissez peut-être parce que Françoise en avait conservé quelques-uns, qui vendent ces mouchoirs lors du Bastille Day, la façon dont le jour de la Bastille, dont les Américains appellent le 14 juillet 1941. Vous voyez aussi l'invitation de France Forever aux célébrations du 11 novembre 1941, ou alors le char français libre qui a défilé lors du Flag Day Parade, c'est-à-dire la parade du jour du drapeau, le 12 juin 1942. Donc on a ce char qui est quand même assez impressionnant et qui va servir entre autres à réveiller les Français. Et enfin, l'information passe parfois aussi par l'art. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a une fresque réalisée par André Masson, fresque qui décore la scène lors de la cérémonie du 14 juillet 1942, fresque qui porte la devise de la République, qui n'a plus cours en France dite libre. Et 1600 personnes vont venir assister à cette réception. 1600 personnes vont donc voir cette fresque, là où la délégation française libre n'en avait invité que 500. Donc c'est vous dire le succès de ce genre de journée. Et ce même 14 juillet 1942, une allocution préenregistrée du général de Gaulle va être diffusée devant 5000 personnes au Manhattan Center. Donc, comme vous le voyez, le Free French Relief va rappeler régulièrement aux New-Yorkais que certains Français, une minorité de Français peut-être, mais certains Français, continuent à se battre et à célébrer les grands événements républicains. C'est ça leur image de la France. La prochaine étape, après avoir réveillé les New-Yorkais, c'est la levée de fonds. Je vais essayer d'aller vite car les procédés de levée de fonds sont extrêmement divers et variés. Une des premières façons de lever des fonds est la publicité. Très souvent, ces publicités qu'on retrouve dans toute la presse française parlent, vous pouvez le voir, de libérer Paris, de libérer la ville lumière, la ville prisonnière, de libérer les Parisiens, les Parisiennes, la mode, le parfum, la gastronomie, les macarons et j'en passe. Libérer tous ces éléments-là plus que vraiment la République, plus que de redonner aux Français le droit de gouverner, il s'agit de libérer Paris. Et ça, c'est un mode de propagande tout à fait voulu finalement, car le but de France Forever et du Free French Relief, c'est de provoquer un courant de sympathie et une aide concrète en faveur du mouvement français libre. Et pour ce faire, quoi de mieux que de jouer sur la sympathie et la francophilie des milieux new-yorkais? Parce que ces milieux qui ne partagent pas forcément la certaine idée de la France du général de Gaulle, se mettent tous d'accord pour dire qu'ils veulent retourner passer leurs vacances à Paris. Le pari, donc, est souvent de jouer sur un gaullisme sans de Gaulle pour mieux lever des fonds. Et donc, le comité français libre va pour ce faire plus souvent présenter la France que la France libre dans sa levée de fonds. C'est Jean-Louis Crémieux-Briac, une fois encore, qui le dit de la façon la plus claire. Il écrit « Les Français d'Amérique sont, par choix ou par imprégnation, atlantistes. » Atlantiste, ici, ça veut dire que nos Français libres de New York ont tendance, pour mener à bien leur projet, ici la levée de fonds
au profit de la France libre, ils ont tendance à se modeler sur l'attitude des Américains et des autorités américaines. Et c'est ainsi que la levée de fonds que je vais décrire prend la forme que j'ai évoquée un peu plus tôt, une forme de philanthropie on ne peut plus américaine qui se joue en bonne société au fil des dîners mondains et des galas fréquentés par les riches héritières, au fil des salons de thé et des tombolas. C'est donc une entreprise extrêmement genrée. Car une fois encore, là où Londres est en guerre et peut compter sur les défilés de fringants français libres pour motiver les dons, New York est en paix. Et la levée de fonds a beau avoir des fins militaires, elle se fera presque exclusivement en robe de soirée et en smoking. Cet extrait vidéo, ce rapide extrait vidéo, le montre très très bien. On va y voir quelques exemples, entre autres, de la très prolifique presse française libre, mais aussi du genre de soirées qui permettent de financer l'action du Free French Relief. Et on commence à 12h47 normalement. Adrien Tixier. Là, vous avez la presse française libre. Which have long been demanding US recognition of fighting France and the breaking off of relations with Vichy. Là, elle emballe la newsletter française. Les écrits du général de Gaulle qui sont distribués au travers des États-Unis. Presse française libre en exil. Petit effet de mode, la croix de Lorraine sur le veston. Americans are giving attention and support to the activities of relief organizations whose aim is to aid de Gaulle's soldiers overseas and their wives and children at home. Vous avez l'exposition Renoir. Que c'est bon. Many influential Americans endorsing the aims and policies of the donc là, vous avez un peu de tout. Vous avez vu la presse française libre et vous avez aussi vu le genre de soirées qui permettent de financer l'action du Free French Relief. L'exposition Renoir, dont on voit le programme ici, qui est suivi d'un bal, va faire un carton et va lever plusieurs milliers de dollars pour la France libre. Tout comme ce genre de dîner de France Forever qui a lieu plutôt souvent et qui rameute toujours les foules. Une autre façon de lever les fonds pour la France libre, c'est la vente d'objets dits français libres, de goodies plus ou moins fantaisistes, qui au passage vont servir aussi, ces pratiques, à faire la publicité de la France libre. Donc, vous avez déjà vu les croix de Lorraine, les foulards, les baguettes de pain et le petit veau. Là, vous avez les boîtes d'allumettes qui se vendent extrêmement bien. Parfois, il y a des pins, des hippos, ce genre de goodies vont permettre de disséminer ce qui devient un peu la marque, le trademark français libre à travers New York. Plus étrange encore, c'est cette poupée France Forever. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur eBay et qui m'a un peu désarçonné, c'est ça le mot, qui m'a un peu désarçonné. C'est France Forever qui a vendu une centaine de poupées de marins FNFL lors d'un garden party, d'une soirée de jardin, et les fonds ont été renvoyés aux forces navales françaises libres. Donc c'est partie de ce genre de reliques étonnantes qu'on peut trouver aujourd'hui sur eBay et qui peuvent surprendre si on ne connaît pas encore le fonctionnement assez particulier des Français libres aux États-Unis. Avec ce genre d'initiative, le Free French Relief va collecter en 1942 plus de 300 000 dollars. Mais il récolte aussi de nombreux dons matériels, des lunettes de soleil, des jeux de cartes, des médicaments, des livres, et même les ambulances qui permettront au célèbre Rochambeau de rejoindre la 2e DB. Donc là, si la photo était de meilleure qualité, on verrait qu'il y a marqué Free French Relief sur l'ambulance qui va permettre à ces 2 Rochambeau de rejoindre le général Leclerc. Ça, c'était notre 2e étape, la levée de fonds. 3e étape, l'achat de biens. Le Free French Relief dispose d'un entrepôt, d'un espace de stockage à New York où elle va stocker les dons matériels dont j'ai parlé précédemment et les objets qu'elle va aussi acheter grâce à la levée de fonds.
Donc là, dans ce même entrepôt, vous pouvez voir deux soldats français. Vous pouvez voir deux soldats français qui, à l'entrepôt français libre, vont choisir des pulls qui leur permettront de survivre au froid hiver new-yorkais. Mais vous pouvez aussi voir une des marraines des troupes de Gaulle qui est en train d'empaqueter des cigarettes, des lunettes de soleil, des jeux de cartes, tout le genre de matériel qui peut rendre le quotidien plus agréable à nos Français libres sur le terrain. Mais le Free French Relief opère aussi des achats de biens bien plus importants, bien plus conséquents, tels que des ambulances, par exemple, ou des avions dits médicaux et des réfrigérateurs que vous pouvez voir sur la diapositive suivante. Là, vous avez l'ambulance du Free French Relief, très clairement marquée Free French Relief, ainsi que l'avion et le réfrigérateur qui sera envoyé à Brazzaville pour stocker des médicaments. Mais voilà, là, tout est dit sur l'achat de biens, le stockage, mais c'est la dernière étape qui est franchement compliquée. C'est pas une mince affaire que d'envoyer finalement ces fonds et ces biens, ces objets sur les divers territoires d'action de la France libre. Pour ce qui est des envois sur les théâtres de guerre français libres, cette carte dessinée en 1942 à New York City par Jeanne Delanux pour la délégation française libre, la carte que vous pouvez voir normalement sur la diapositive suivante. Cette carte illustre particulièrement bien cette problématique de l'approvisionnement. Une fois encore, la petite flèche que vous pouvez voir entourée en bas à gauche, cette flèche explique en un trait finalement toutes les difficultés que va avoir la communauté française libre des États-Unis à venir en aide aux Français libres sur le terrain. Ils ont l'argent, ils ont les dons, mais il faut leur faire parvenir. Et c'est quand même plutôt compliqué quand, en 1942, le seul vol qui relie l'Amérique à l'Afrique, c'est un vol Brésil-Libéria. Donc non seulement notre matériel est stocké, pas au Brésil, mais dans un entrepôt new-yorkais, mais en plus, la majorité des combats et du quotidien de la France libre ont lieu bien plus à l'est que le Libéria. Donc, comment ça marche? La réponse rapide, c'est que c'est très très compliqué et c'est très très cher et ça prend beaucoup de temps et qu'une bonne partie des fonds collectés et récoltés par le Free French Relief à New York vont servir à ça, vont servir à l'acheminement. Les choses s'améliorent évidemment les années suivantes, surtout avec l'arrivée des Américains en Afrique du Nord qui vont multiplier les liens Amérique-Afrique. Mais tout ça pour dire qu'une petite flèche cachée à l'angle d'une carte cache plutôt bien, cache en réalité des réalités bien difficiles pour les soldats français libres en 1942. Leur quotidien en 1942 sur le théâtre africain est fait principalement d'attente. D'où le genre de biens que peut envoyer le Free French Relief, des jeux de cartes, des jeux de société. Et de ce quotidien d'attente et de la réception des dons, j'en ai longuement parlé avec mon ami et mon collègue Géraud Létang, qui travaille sur la France libre au Tchad et qui a déjà parlé ici. Et lui a pu, de par sa spécialisation, étudier la réception de ces dons que font mes Français libres, entre guillemets. Et ce qu'il m'a dit, ce qu'il a pu remarquer dans ses recherches, c'est le pendant réception de mes recherches à moi, le pendant réception de toute cette philanthropie et tous les contretemps que cela implique, tous les contretemps qu'implique le fonctionnement à l'atlantiste de la France libre à New York. Le Free French Relief, finalement, fait avec les Français libres, avec les forces françaises libres, ce que les Américains font avec leurs propres soldats. Dans cette tentative de modeler les comportements américains pour mieux lever des fonds, ils vont tenter de les imiter quant à l'envoi des biens. Sauf que les temporalités de la guerre sont très différentes entre les Français libres, entre les FFL et les troupes américaines, tout comme, et je vais essayer d'en parler rapidement, tout comme le rapport à l'humiliation des forces françaises libres. Parce que cette armée de fortune, la France libre a beau être une armée de fortune, a beau avoir besoin de ses dons et de ses biens, une bonne partie de ses officiers ont fait avant la guerre partie de cette bonne société. Une bonne partie des officiers, à l'époque, participaient au gala de charité et envoyaient des dons. Et c'est particulièrement difficile
pour eux d'en recevoir. Géroletan en parle dans sa thèse. Le général Leclerc, en particulier, n'est pas très fan de ces envois de charité, de faire, de tout d'un coup être à l'autre bout des envois de charité. Et de nouveau, en termes genrés, c'est tout un passage de mon mémoire. En termes genrés, c'est assez intéressant sur ce que ça révèle par rapport au rapport à la virilité des Français libres. C'est une des pistes que je veux explorer dans mes recherches, parce que cette virilité est souvent, sur le côté réception de la philanthropie, cette virilité est souvent heurtée par la philanthropie genrée exportée des États-Unis. Je voulais dire ça rapidement, mais voilà, ça c'est le pendant réception de toute cette philanthropie sur les théâtres militaires de la France libre. Mais le Free French Relief, au-delà du militaro-militaire, a une action sociale variée à travers le monde. En local, à New York, elle finance et organise le quotidien de la cantine française libre, qu'on appelle la Marseillaise à Manhattan. C'est un haut lieu de réunion des Français libres, des Français et des francophiles de la ville. Il y a plutôt une bonne ambiance et des soirées à gogo, à la Marseillaise. Mais la France Libre finance aussi en Angleterre une pouponnière française libre à Ascot, dont on peut voir l'affiche à l'écran, et une maison de convalescence française libre à Beaconsfield, près d'Oxford, qui sera à la fin de la guerre visitée par le général de Gaulle et la princesse Élisabeth. Bref, j'ai tenté de montrer, à travers le prisme de la philanthropie, une des façons dont fut menée la bataille de New York par la France libre et un de ses bras armés, le Free French Relief Committee. La bataille de New York, je l'ai déjà dit, c'est une expression de Jean-Paul Sartre. Fin 1940, le département d'État américain invite une douzaine de journalistes à découvrir les États-Unis. Jean-Paul Sartre fait partie du voyage et durant 3 mois, de janvier à mars 1945, il va sillonner le continent américain et arpenter de nombreuses villes, Baltimore, Hollywood, la Nouvelle-Orléans et New York. Et le 25 janvier 1945, dans les colonnes du Figaro, Jean-Paul Sartre écrit « La victoire de Gaulle, dans ce qu'on a parfois appelé la bataille de New York, signifie le triomphe d'une image de la France sur une autre image. Et selon moi, c'est là tout l'enjeu historiographique, tout l'intérêt historiographique de ce sujet de recherche. » Je vais essayer de vous expliquer. C'est indéniable, dans de nombreux articles et ouvrages ont fait état de la communauté française à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce que l'historienne Emmanuel Loyer a pu appeler Paris à New York, de cet exil des élites, de ces liens retrouvés, de cet entre-soi franco-français en terre inconnue. Plusieurs ouvrages s'intéressent aussi aux relations entre De Gaulle et Roosevelt, entre De Gaulle et les autorités américaines, etc. Mais très peu, finalement, se penchent sur la communauté française libre de la Big Apple. La France libre, en général, quand on pense aux villes de la France libre, c'est Londres, c'est Brazzaville, c'est Alger. D'autant que les États-Unis, on le sait, restent neutres et en relation diplomatique avec Vichy jusqu'à fin 1942. Mais malgré cela, vous pouvez le voir à l'écran, New York est, pour citer Charles de Gaulle, un monde en soi. La colonie française de la ville, en sa qualité de microcosme de l'élite française, va permettre à la France libre de tester finalement, de tester une bonne partie des pratiques et des stratégies qui lui permettront d'être présente, c'est-à-dire d'exister en premier lieu, puis de se faire admettre et enfin d'agir. Donc si on prend la France libre comme un archipel, ce qui est le cas dans mes recherches. Si on prend la France libre comme un archipel, comme un ensemble, une multitude d'îlots, de communautés, de groupuscules dont il s'agit de faire un, qu'il s'agit de rallier derrière une même cause, une même vision de la France, eh bien, si la France libre est un archipel, alors la presqu'île de New York est un élément central de cet archipel, car c'est à New York, en premier, que la France libre va s'engager à faire triompher une image de la France sur une autre. Le panier de crabes new-yorkais, pour filer la métaphore maritime de mon archipel, le panier de crabes new-yorkais, cette ville ambivalente, ses loyautés plurielles, ses habitants en robe de soirée, vont finalement très vite se retrouver au centre d'une guerre mondiale. En termes sociologiques, je trouve ça assez passionnant. C'est pour moi un des grands intérêts de ce sujet de recherche dans l'histoire plus large de la France libre et de la résistance, parce que ça pose une grande question. Comment crée-t-on de l'engagement en zone neutre? Comment se bat-on lorsqu'il n'y a ni arrière, ni front, ni combat, ni combattant?
au sens premier du terme? Ça, c'est les grandes questions et selon moi l'intérêt de ce sujet. Pour conclure sur cette bataille de New York et sur cette ultime victoire de De Gaulle, comme nous a dit Sartre, je vais vous montrer un court extrait vidéo dans lequel vous aurez la chance rare d'entendre le général De Gaulle parler anglais. C'est De Gaulle à New York. Ovation for General de Gaulle on his arrival in New York, to be welcomed by Mayor LaGuardia. I'm happy and proud to welcome you to the city of New York. You, General de Gaulle, who stood by from the very beginning, who we know will stand by to the very end. Vive la France! Vive la France! Exceptionally good and friendly reception. Good luck to you all in the war, and after the war in the peace. Good luck to you soldiers. Good luck to you all, men and women, working for the democracy, for the liberty, for the victory. Good luck to you. Long life to New York and to American people. Donc en gros, pour faire la traduction rapide, il dit bonne chance à tous dans la guerre, dans la suite de la guerre, et surtout il dit longue vie à New York, dans un anglais approximatif, long life to New York. Et je voudrais conclure sur ça finalement en parlant de longue vie. Pour conclure cette conférence, je voudrais revenir sur ce que j'ai appelé les afterlives, sur les traces, sur les mémoires, les traces qu'il reste de cette aventure française libre à New York aujourd'hui en 2021. Et il en reste très très peu. Moi, j'ai essayé d'aller un peu sur les traces lors de mes séjours d'archives à New York, à Philadelphie, à Boston, à Washington. J'ai essayé d'aller sur les traces de mes Français libres, voir s'il existait des plaques, des monuments, des écritoires. Il n'y en a aucun. Les plaques commémoratives dont j'ai parlé au début de cette conférence ont failli finir dans un entrepôt lorsque l'église Saint-Vincent-de-Paul a été détruite. Mais il en reste, sinon des traces, peut-être des échos qui sont, comme l'a été toute l'épopée française libre, plutôt étonnants. La semaine dernière, sur Twitter, grâce au docteur Andrew W.M. Smith, qui est peut-être ici ce soir, sur Twitter, j'ai découvert l'existence d'un monument aux victimes du 11 septembre 2001, situé à Pelham, à quelques minutes de la ville où j'ai grandi à New York. Monument aux victimes du 11 septembre qui comporte une citation de Charles de Gaulle. C'est quand même assez étonnant. Cette citation dit « Il ne serait pas tolérable, il ne serait même pas possible qu'il ne sortît point de temps de deuil, de sacrifices et de ruines, un grand et très large progrès humain. » Donc c'est pour le moins étonnant, même si l'on prend en compte la grande communauté française expatriée qui existe encore aujourd'hui aux alentours de Pelham. C'est peut-être mon hypothèse, mais en tout cas c'est une des très rares traces qu'il reste de Charles de Gaulle et de cette épopée française libre à New York. Une autre explication, c'est que c'est peut-être un peu capillotracté, mais si de Gaulle s'est battu avec ses résistants et ses Français libres contre des terroristes pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être qu'il y a un lien à faire avec le 11 septembre. Je me l'explique assez mal. Si vous avez des hypothèses en réponse après, je suis preneuse. Une autre trace peut-être pour conclure, c'est assez parlant. Charles de Gaulle est l'un des 10 chefs d'État au monde ayant eu droit non pas à une, mais à 2 ticker tape parade à New York. Les ticker tape parade, c'est quand l'État américain décide à New York de célébrer les figures qui ont marqué l'histoire en leur offrant une longue parade le long du canyon des Héros dans le Financial District de Manhattan. Et De Gaulle a eu 2 parades, le 27 août 1945 et le 26 avril 1960. Ils ne sont que 10, je le répète, à avoir eu cet honneur. Et cette plaque comporte encore aujourd'hui, cette promenade comporte encore aujourd'hui une plaque au nom de Charles de Gaulle dans le Financial District de Manhattan.
peut-être pour nuancer un peu les choses et pour dire pourquoi je ne parle pas tant de traces de la France libre à New York que d'échos, il existe toujours aujourd'hui, en 2021, une plaque sur le même Canyon of Heroes, à quelques pas de celle de De Gaulle, une plaque commémorant le courage du vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain, plaque qui a été inaugurée le 26 octobre 1931 lors de la visite du maréchal Pétain et de Pierre Laval à New York. Ça pose, il faut l'avouer, quelques questions sur ce qu'il reste aujourd'hui, en 2021, concrètement, de l'aventure française libre aux États-Unis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diane, pour ce tableau qui est extrêmement complet dans un temps qui est très contraint, à la fois des enjeux, des personnalités, des organismes qui sont employés dans cette bataille de New York. Avant de passer au temps des questions, parce qu'il y a quelques questions, je voudrais simplement annoncer la soirée suivante qui aura lieu le mois prochain, le jeudi 15 avril à la même heure, à 19 h. Cette soirée qui est consacrée aux Amis du Musée de l'Ordre de la Libération ne sera pas tout à fait dans le même genre, ne sera pas une conférence scientifique, mais plutôt un double témoignage que je pourrais qualifier de nature familiale, de la part de Catherine de Sérigné et de Vianney Bollier, qui sont tous deux enfants de compagnons de la Libération, morts pour la France, et qu'ils n'ont l'une et l'autre pas, ou presque pas connu. Et donc, cette soirée sera consacrée à André Bollier et Gabriel Brunet de Sérigné. Alors, une première question qui nous est arrivée, c'est une question qui est relative à la mémoire. Vous avez parlé du maréchal Pétain. Est-ce qu'il y a des traces du général de Gaulle dans la topographie? Est-ce qu'il y a des noms de rues aux États-Unis donnés au général de Gaulle? Est-ce que vous savez ça? Vous m'entendez? Oui, oui. Donc oui, je disais, je ne l'ai pas évoqué, mais c'était ma dernière diapositive. Il y reste aujourd'hui aux États-Unis plusieurs dizaines de villes disséminées à travers les États-Unis qui s'appellent l'avenue ou la rue du maréchal Pétain, qui n'ont jamais été débaptisées. Il en existe aussi quelques-unes au nom du général de Gaulle, mais étonnamment moins que de rues au nom du maréchal Pétain. Et donc ça renvoie à beaucoup de choses, au fait que les États-Unis ne se sont jamais vraiment défaits du maréchal Pétain comme héros de Verdun et qu'ils n'ont pas forcément choisi de les débaptiser comme on a pu le faire en France lorsque le maréchal Pétain est devenu le chef de Vichy. Merci beaucoup, Diane. Il y a une autre question d'un genre un peu différent, c'est sur après-guerre, quelle image a-t-on eu de ces Français libres de New York, ceux qui donc se sont engagés au profit de la France libre, mais évidemment à distance des combats. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces Français libres vus après la guerre? Bien sûr. Alors les Français libres après la guerre, ils ont en majeure partie, je dirais, pour faire des parallèles peut-être avec la Première Guerre mondiale, une réputation d'embusqués. Ils seraient restés bien au chaud, bien à l'abri à New York. La plupart n'ont pas fait la drôle de guerre. La plupart n'ont pas vécu live la défaite de la France. Et donc, ils ont cette réputation d'embusquer. Le beau-fils de Pierre Laval a cette expression, à cette expression pour les décrire, les résistants de la 5e avenue, dans le sens, la 5e avenue, avenue très luxueuse de Manhattan, des résistants qui seraient restés bien au chaud, bien à l'abri. Et finalement, comme les résistants de drugstore, ça c'est plutôt réapproprié par les Français libres, parce je l'ai montré, ils ont une action caritative très luxueuse qui tape dans les hautes sphères new-yorkaises, et donc ils sont effectivement résistants de la 5e avenue. Et c'est la réputation qu'ils vont garder après la guerre pour ceux dont on se souviendra, parce que le manque de plaques, l'absence de plaques commémoratives, l'absence de monuments et de mémoires signifie qu'une bonne partie d'entre eux ont été tout bonnement oubliés. Merci beaucoup. Alors là, une question qui vient de Facebook, enfin une double question, c'est une question de chiffres. Vous avez fait référence d'une part aux 5% de conscrits français qui n'ont pas répondu à l'appel, et dans votre intervention… 5% qui ont répondu à l'appel. Oui, seulement, pardon, qui ont répondu à l'appel, et de 900 000 Français qui se trouvent à New York en 1940. Et la question qui est posée, c'est par où avez-vous eu ces chiffres? Est-ce que vous pouvez nous dire par quelle source? Est-ce que ça vient
des chiffres américains de recensement, de choses comme ça? Bien sûr, donc c'est 900 000 Français entre 8 et 900 000 Français qui arrivent à New York en 1940. Il y en avait, selon ces chiffres, 48 000 avant. Ces chiffres me viennent de La France libre de Jean-Louis Crémieux-Briac, son chapitre sur les Américains, et lui-même les tient d'un recensement qu'a fait la France libre en 1940. Très bien. Et alors pour les 5% dont on a parlé, ça vient aussi de Crémieux-Briac? Les 5% me viennent de Crémieux-Briac, mais ne viennent pas, en toute logique, du recensement de la France libre. De mémoire, ces 5%, ça doit être tout bonnement du département de l'État, j'imagine, parce qu'il doit falloir s'inscrire auprès du département de l'État pour pouvoir aller se battre depuis un pays neutre dans un pays en guerre. Donc, en toute logique, ça devrait venir du département d'État. Il y a une question là qui nous est posée aussi. Bon, vous avez abondamment parlé de New York, d'ailleurs, et pas uniquement de New York, mais est-ce qu'on peut dire que c'est passé le même genre d'action d'autre part aux USA, et en particulier dans la capitale, c'est-à-dire à Washington? Alors, oui et non. Washington, non. Clairement, enfin, il y a une action française libre un peu plus tardive lorsque s'implantent véritablement les organes politiques de la France libre, mais il faut attendre qu'ils soient reconnus. Donc c'est très tardif, mais surtout parce que, comme je l'ai dit, New York, Washington, c'est le siège de l'ambassade de Vichy jusqu'à très très tard, jusqu'à 1942. Et donc c'est très compliqué d'être aussi ouvertement français libre à Washington qu'à New York. Mais dans de très nombreuses villes des États-Unis à forte population française, c'est le cas par exemple de Denver et de Chicago, il y a des actions très 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 similaires à celles de New York. Et d'ailleurs, le Free French Relief comme France Forever ont des chapitres, des chapters, comme ça qu'on dit en américain, implantés à travers les États-Unis. À Hollywood, par exemple, extrêmement actif sous la tutelle de Charles Boyer. Très bien. Une autre question un peu différente, c'est est-ce que vous pouvez donner quelques éléments d'information sur votre travail actuel concernant l'aspect genré du Free French Relief Committee? Oui, sur l'aspect genré. Alors oui, je suis allée peut-être un peu vite. L'aspect genré, je n'avais pas forcément prévu d'en faire un point de focus dans mon mémoire, mais je suis tombée sur un document qui m'a vraiment interrogée. C'est l'appel à candidature, en gros, quand le Free French Relief Committee cherche, ses membres fondateurs cherchent à devenir le Free French Relief Committee. Ils font un appel dans la presse et ils cherchent explicitement, ils le disent, des femmes. Et je me suis demandé pourquoi ça joue certainement sur le côté atlantiste. On va imiter la façon dont les Américains font de la philanthropie, et en général, c'est mené par des femmes. Mais quand on pousse un peu, on se rend compte aussi que ça rentre dans ce que Judith Butler a pu appeler de la performativité de genre, de la gender performativity. Et l'idée, c'est que en se donnant comme très américanisé, très philanthropique, caritatif, on est mené par des femmes, etc. L'idée, c'est que les donateurs américains, souvent très hostiles à De Gaulle et souvent très hostiles à l'activité militaire de De Gaulle, pourront donner de l'argent lors de ces galas très huppés, etc., sans savoir forcément que ça va atterrir dans des ambulances militaires ou des armes ou du matériel pour des soldats. Ils peuvent penser, parce que c'est mené par des femmes en robe de soirée, que ça va aller financer uniquement la pouponnière ou l'hôpital. Et donc, on est dans une façon dans une comment dire ça, une tentative peut-être de contrecarrer de façon un peu silencieuse cet atlantisme qui voudrait qu'on fasse comme les Américains, en passant un peu à côté dans j'ai perdu complètement mon mot, mais de contrecarrer tout ça pour pouvoir financer, sans en avoir l'air, une opération militaire. Très bien. Allez, on va prendre une dernière question qui revient sur ces 800 à 900 000 Français qui rejoignent les États-Unis en 1940. Est-ce que vous savez, même approximativement, quelle est la proportion de juifs français qui partent en raison des risques de persécution antisémite en France?
J'ai pas du tout la proportion en tête. Ils sont très, très, très nombreux parce qu'il y a de très nombreuses et très diverses fondations qui vont permettre aux Juifs français de quitter la France. On a la fondation Rockefeller qui va faire partir une multitude d'universitaires, de scientifiques, etc. Il y en a beaucoup qui partiront plus clandestinement. Il y a beaucoup d'enfants qui viendront grâce à des fondations de rescue, l'aide humanitaire de New York, les États-Unis, mais surtout de New York envers les populations juives françaises est très, très, très variée et très, très, très effective, très, très, très réussie très, très bien entre 40 et 42 quand elle s'arrête forcément. On peut dire en tout cas d'une manière certaine que les Juifs ne sont pas majoritaires parmi ces exilés, puisque de toute façon, la population juive d'avant-guerre en France atteint évidemment pas 800 000 personnes. Donc, bien sûr, il faut ramener ça à de justes proportions. Écoutez, Diane, merci infiniment de vous être livré si gentiment et volontairement à cet exercice un peu difficile qui consiste à parler à une caméra. Je pense que ça a eu de l'écho. Je vois les commentaires qui sont très favorables, donc je suis ravi pour vous. Et en ce qui nous concerne, eh bien, je donne rendez-vous à tous ceux que ça intéresse le jeudi 15 avril à 19 h dans les mêmes conditions, à la fois sur Facebook et sur Zoom, pour cette soirée consacrée à deux compagnons de la Libération, André Bollier du mouvement Combat et Gabriel Brunet-Sérigné, officier de la 13e brigade de Légion étrangère. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.